qui viennent, quoi. Tu vois? Alors, il y a des gens qui viennent ou pas? Au moins qu'il y ait un spectateur. On fait du direct. C'est du direct. Salut les amis. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité surprise pour vous. On va essayer de parler de la justice comorienne. Je me rappelle lors du projet de Monti TV, on avait fait une émission avec un avocat, avec d'autres personnes qui font du droit, pour parler un peu de la justice comorienne et de sa situation. Et l'invité que j'ai aujourd'hui avec moi m'avait fait une critique en me disant, si vous voulez parler de la justice comorienne, il faudrait que vous invitiez ou vous appelez quelqu'un qui y est sur place et qui connaît la chose. Le hasard a fait que il vient d'arriver en France. C'est un avocat de la place, j'allais dire, et il se trouve qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Il est là avec moi. On va parler un peu de la justice comorienne, parce que je pars du principe qu'un pays, pour avancer, a surtout besoin d'une justice qui fonctionne correctement. D'accord? Il faut que tous les acteurs de la société se disent qu'ils sont égaux devant la loi et qu'ils peuvent faire confiance en leur justice pour que les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Donc, l'invité d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maître Moudjahid Abdul Bastois, qui est avec moi. Donc j'en ai profité de son séjour. Il est là pour une formation sur quoi exactement déjà C'est une formation sur l'arbitrage international. On t'entend pas. Sur l'arbitrage international. D'accord. Une formation organisée par l'AFA. C'est quoi l'AFA? C'est l'association. Rentre dans la caméra là parce qu'on C'est l'association française d'arbitrage. C'est une association, bien sûr, composée... Monte un peu le son, il faut que tu parles un peu. C'est une association composée d'avocats français qui sont spécialisés dans ce mode alternatif de règlement de litige qu'on appelle... Approche-toi un peu ici. Qu'on appelle l'arbitrage. Voilà. Ok. Et c'est quoi l'arbitrage? L'arbitrage, c'est une sorte de justice, on l'appelle communément une sorte de justice privée. Ça veut dire que c'est une manière de régler des litiges, pas en passant par les tribunaux étatiques, mais entre par les personnes concernées. Okay, oui, ça. Voilà. Ça veut dire qu'on a des arbitres qui sont désignés par les parties, pas par l'État. C'est pas la justice, c'est-à-dire les juges désignés et nommés par l'État, non, mais c'est plutôt par des personnes qui sont spécialisées dans les questions qui vont être débattues, enfin en tout cas objet du litige opposant les parties. Okay. Et qui sont désignés par les partis eux-mêmes, bien sûr, dans le respect de certaines règles posées par ce sont des standards internationaux qui sont respectés partout dans les... D'accord, ok, bon, en tout cas, ça se passe bien, tout va bien, tu apprécies Paris, il fait pas froid, donc, en tout cas, moi, je suis content de t'avoir aujourd'hui, parce que l'objet de ces vidéos, c'est pas juste faire des vidéos, mais au moins de permettre... déjà, nous, de réfléchir sur une question, et puis si ça peut profiter à certains qui nous suivent, de comprendre sur certains sujets. Alors, on reproche tout le temps, on entend souvent dans la bouche des citoyens, que la justice comorienne, je vais mettre les pieds dans le plat, la justice comorienne est corrompue. La justice comorienne est corrompue et que on ne peut pas faire confiance en la justice. Il y a des gens qui se servent dans les deniers publics et qui arrivent à s'en sortir, alors que... alors, je vais faire dans la caricature, le voleur de poulet, dès qu'on le chope, lui, il morfle. Est-ce que tu partages un peu ce constat? Est-ce que tu peux nous dire exactement de quels maux souffre aujourd'hui la justice comorienne? Toi qui es acteur de cette institution.
Bon, en fait, enfin, quand on parle de corruption à la justice, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Peut-être c'est possible, il y en a. Non, mais Mais quand en tout tu cas, dis, ce n'est pas... mais quand tu dis c'est possible, c'est comme si, bon, peut-être, c'est pas certain. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie de blesser tes Non, confrères non, ou... non, 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 ça n'a rien à voir. Mais quand on porte des accusations aussi graves comme la corruption, surtout si on les porte à l'égard d'une institution comme la justice, il faut plus que des rumeurs, il faut quand même des éléments de preuve, des éléments de... Bon, je suis d'accord que peut-être il y a des choses qui ne marchent pas, des choses qui en tout cas Qu'est-ce qui qui marche pas, par fonctionnent pas exemple? très bien dans notre système Qu'est-ce qui judiciaire. marche pas, par exemple? Bon, c'est vrai, actuellement, les justiciables se plaignent pas mal de choses. Au tribunal, ils se plaignent pas mal de choses, entre autres. Il y a le fait que les décisions de justice prennent du temps avant qu'ils soient rédigées. Et il y a le fait également que... Donc il y a un problème d'exécution Non, il n'y a des pas jugements, c'est d'exécution, ça? mais ça veut dire que même si la décision... Même si, d'abord, pour qu'une décision soit rendue sur une affaire quelconque, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, il y a un minimum Oui, le temps de la justice. voilà, pour qu'on obtienne cet exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice assortie d'une ce qu'on appelle, enfin, d'une exécution, enfin, assortie de ce qu'on appelle la formule exécutoire qui permet d'exécuter, Après, si de je comprends, contraindre la personne à exécuter. après, si je comprends bien, l'exécution ne relève pas des acteurs de la justice. Là, eux, ils ont jugé. Maintenant, c'est pas à eux Si ça d'exécuter, non? relève des acteurs de la justice, ce ne sont pas les juges directement, mais quand une décision est rendue, elle doit être exécutée par des officiers de justice. Entre autres, nous avons par exemple l'huissier de justice qui est là pour l'exécution. Mais il y a aussi le magistrat qui intervient de temps en temps, pas tous les magistrats, mais en cas de difficulté sur l'exécution, l'huissier de justice peut se référer au président du tribunal de l'instance, statuant comme juge de l'exécution, pour faciliter effectivement Mais l'exécution de la décision. toi, en tant qu'avocat, quand tu interviens sur certains cas, parce qu'on sait que tu as cette envie d'intervenir sur des cas, par exemple, de problèmes de religion au pays, par exemple, sur les affaires de liberté d'expression. On a vu cette histoire avec Abdallah Agua, d'accord? Je pense qu'on peut ne pas apprécier les méthodes du journaliste ou en tout cas de l'animateur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on ne peut pas être d'accord avec ce qui s'est passé, par exemple, qu'on aille saisir ce matériel, qu'on ferme sa radio, tout simplement parce qu'il aurait dit que le président de la République n'avait pas le droit de porter le Mouarouma, par exemple. Quand tu interviens dans des sujets comme ça, par exemple, moi je ne vais pas me cacher, par exemple, tu as défendu mon père pour des histoires de religion ou de je ne sais quoi. Est-ce que quand tu vas là-bas, tu as l'impression que les textes, en tout cas que le règlement est respecté, et qu'on prend en compte l'argumentaire que tu apportes pour défendre ton client? Bon, tout dépend des affaires, parce que, bon, en vérité, il faut l'avouer également, enfin, et nous avons de sérieux problèmes pour traiter des cas pareils, surtout si l'affaire, euh, comment dirais-je, surtout si, par exemple, euh, l'affaire met en jeu ou met en avant plutôt des éléments euh, beaucoup plus, en tout cas véhiculés beaucoup plus par des hommes politiques, hein, surtout le pouvoir en place, l'exécutif en place. Si par exemple actuellement, comme tu as pris le cas de ton père, effectivement, le cas de ton père, c'est une affaire qui n'était pas seulement ce n'était pas seulement un cas purement judiciaire, C'était mais politique. c'était également politique, parce que quelque part, il y avait un régime en place qui s'est clairement positionné par rapport par rapport au sujet, par rapport à la question, Donc, qui estimait que laisser des minorités chiites continuer à faire du prosélytisme aux Comores, c'est dangereux pour la paix sociale, pour l'ordre public. En tout cas, c'était leur opinion. en Et qui d'autres a fait termes, que ça a on beaucoup avait... influencé
la décision du juge. Donc, Effectivement, dans des cas pareils, si l'exécutif se permet de faire des réflexions pareilles, cela, bien sûr, met les magistrats en difficulté et c'est rare de tomber sur des magistrats suffisamment solide pour se poser. Solide pour faire face à une pression venant de l'exécutif. Donc, en d'autres termes, des fois, bon, ils se soumettent à la. Des fois, ils sont obligés. Bon, parfois, ça arrive de tomber sur un magistrat suffisamment courageux pour dire non. Mais souvent, oui, c'est vrai. Les magistrats. Alors, il y a Mohamed El Arif qui pose la question, qui dit: est-ce que oui ou non, il y a des incompétents dans la justice comorienne? Est-ce que tu as constaté des juges et même des confrères avocats que tu peux estimer que bon, il manque quand même quelques compétences, ils ne sont pas assez formés? Non, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a des incompétents au tribunal parce que d'abord, les magistrats qui sont là, ce sont des magistrats. Avant d'être recrutés comme magistrats, ils ont d'abord subi un concours, un examen. Ensuite, ils ont été envoyés en formation une formation de 2 ans. Et ils ont validé leur formation, en tout cas les examens devant sanctionner la formation. Ensuite, c'est à partir de là qu'ils sont retournés au pays et qu'ils ont prêté serment. Et de là, ils sont en train d'exercice, ils exercent conformément aux dispositions en vigueur. Donc, je ne vois pas comment on peut qualifier ces gens-là d'incompétents. Bon, bien sûr, on peut parfois tomber sur des cas où... Mais c'est normal, parce que ce n'est pas seulement un mal comorien. Vous savez, chez nous, les magistrats ne se spécialisent pas. Ils sont un peu comme les médecins généralistes chez nous. Ce sont des magistrats censés régler tous les problèmes. Ils devront avoir un peu le minimum et essayer de régler et parfois des cas qui sont trop techniques, trop spécialisés, des matières trop spécialisées. Donc on ne les a pas formés pour ce genre de matière-là. Donc ils sont généralistes. On les demande parfois de traiter des cas très, très compliqués dans des matières beaucoup plus... pointu, beaucoup plus technique. Et bien sûr, parfois, ça arrive qui coince quelque part. Bon, voilà, mais ce n'est pas dû au fait que... on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'ils sont incompétents, non. Mais peut-être, oui, parfois, il manque une formation spécialisée sur le domaine dans lequel Okay. statut... Ok, bon. Et je vois ce que tu veux dire. Mais par exemple... Je reviens à cette histoire parce que tout le monde, cette histoire de corruption. On sait que dans notre pays, il y a tout le temps des gens qui se servent dans les caisses de l'État. Ça, c'est un secret pour personne. Est-ce que tu peux me citer combien ont été incarcérés pour ce genre de choses? Bon, d'abord, c'est très important. Enfin, est-ce que ça veut dire que les cas n'ont pas été... Moi, je n'ai pas le chiffre. Et puis en plus, oui, le boulot de l'avocat. Oui, mais je sais que tu n'es pas juge, mais au moins tu as... je veux dire, le boulot de l'avocat, ce n'est pas d'enfermer les gens. C'est pas notre boulot. Oui, mais j'ai pas dit que tu faisais ça. Mais moi, je parle à quelqu'un qui est dans l'institution, qui connaît un peu plus la chose que moi. Moi, en tant que citoyen, je remarque une chose. C'est-à-dire que tous les jours, on dit l'autre a pris telle mallette, l'autre a pris telle chose, on attend des rumeurs par-ci par-là, ça ne cesse pas. Est-ce que ça veut dire que les affaires ne sont jamais apportées devant aux tribunaux, ce qui fait que bon, il y aura jamais condamnation parce qu'on n'a jamais apporté la chose devant les tribunaux, ou il y a des cas où ça arrive et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, le dossier est mis dans un tiroir. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction sur ces genres de choses? Peut-être qu'il n'y a pas encore de sanction parce qu'il n'y a jamais eu une vraie volonté de poursuivre ces gens-là. Peut-être c'est le cas. Ou peut-être parce que l'affaire est encore en instruction. Oui, mais c'est une instruction de 1975. Quand même. Bon, ça c'est notre problème, ça. Mais en tout cas, le juge, pour qu'il puisse sanctionner dans des cas pareils, il faut absolument que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction et que ce juge-là décide de saisir le tribunal correctionnel
pour que l'affaire soit portée devant le juge de siège. Et il sera examiné en audience publique. Et à la fin des débats, le juge de siège finira par rendre sa décision. Mais très souvent, il y a trop peu de cas. Peut-être il y a eu où on a apporté l'affaire devant le juge du siège. Très souvent, ces affaires-là, c'est vrai. Vous pouvez lui poser les questions sur des cas précis, si vous connaissez des cas précis, sur la justice comorienne. Vous pouvez poser les questions et je les relayerai et puis on pourra en discuter. Hein. Ok, moi, je connais ta passion, par exemple, sur des avocats comme Vergès, comme l'autre là, Moretti ou des choses comme ça. Et ce sont des avocats qui sont connus pour gagner des affaires en utilisant les procédures, c'est-à-dire les manquements aux procédures judiciaires. D'accord? Je ne sais pas si tu suis ce que je veux dire. Est-ce que tu penses, toi qui es avocat, là je te parle par rapport à ton domaine, est-ce que tu as déjà rencontré un respect de la loi aux Comores au point que ça puisse permettre à un inculpé d'être relaxé, même pas relaxé, parce que là ça veut dire que c'est même pas parti jusqu'au jugement, mais qu'on le relâche, on abandonne les poursuites parce que comment on l'a interpellé, comment il a été dans la procédure pour le mettre en garde à vue ou ce genre de choses. Il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Est-ce que des petits détails comme ça, c'est pas des petits détails, mais en tout cas des éléments comme ça peuvent permettre comment à quelqu'un d'être relaxé ou de se retrouver libre parce qu'on n'a pas respecté un élément de ses droits, par exemple. Ce qui serait quand même un signe de respect de la loi et des procédures judiciaires chez nous, quoi. Oui, ça arrive. Ou bien... C'est déjà produit à plusieurs reprises. Ben oui, ça dépend aussi du cas, parce qu'il y a souvent des cas... dans des cas, enfin, le juge peut, même après avoir constaté la violation flagrante d'un des droits de l'inculpé ou de l'accusé, ça arrive parfois, bon, le juge peut parfois fermer les yeux malgré la demande soumise par l'avocat de l'inculpé. Bon, mais je ne vais pas dire que ça s'est jamais produit, mais il y a des moments où, oui, c'est vrai, malgré le fait que la violation a été flagrante et que tout le monde est d'accord sur le fait que, bien sûr, l'inculpé n'a pas été mis en condition pour pouvoir mieux se défendre, ça arrive que la justice ferme les yeux et refuse de relaxer la personne, alors que... Bon, ouais. Mais ce sont des cas qui sont très rares. Mais moi, personnellement, je peux citer un cas, et c'est produit au tribunal de Moroni, par exemple, un cas où un accusé, enfin en tout cas un inculpé, pas un accusé, un inculpé qui a été placé en détention provisoire. Et il se trouve que moi j'ai été constitué dans cette affaire un peu tardivement, mais après on a constaté que le juge d'instruction avait commis en tout cas une erreur monumentale, parce qu'il avait pas oublié, mais il avait comment dirais-je, il avait mis une date qui ne correspondait pas à la date exacte où il a posé ses actes. De sorte que, en lisant le dossier, on comprenait que le juge s'est autosaisi. C'est-à-dire qu'il a commencé à instruire avant qu'il soit saisi par le parquet. Or, la loi interdit à un juge d'instruction de s'autosaisir. Il faut qu'il soit saisi par un réquisitoire du parquet de la République. Donc, dans ce cas-là, les actes qui ont été posés par le juge avant qu'il soit saisi sont des actes nuls. Et dans ce cas-là, on a soulevé la nullité. Est-ce qu'on vous a entendu, justement? Voilà, on a soulevé la nullité de ces actes-là. Et qu'est-ce que, devant la chambre d'accusation, la chambre d'accusation s'est contentée d'appeler le juge en question, le sermonner. Mais est-ce qu'on a abandonné? Ils ont rejeté nos demandes. Donc on a continué la procédure. Ils ont continué la procédure, alors que les actes en question, c'était quand même des actes qui ont été enfin en tout cas qui ont lancé la procédure, parce que c'était d'abord
euh, euh, le mandat de dépôt, l'ordonnance de mise en détention, mais également l'acte qui a, enfin, ce qu'on appelle le procès-verbal de première comparution, on appelle le procès-verbal, enfin l'IPC plutôt. Donc, ces 3 actes-là, ce sont les actes qui ont déclenché la procédure, et pourtant, ils ont été, enfin, théoriquement, ce sont des actes nuls parce qu'ils ont été posés avant que le juge d'instruction soit saisi. Mais le tribunal a préféré rejeter nos demandes en se contentant uniquement de sermonner le juge en question. Voilà, donc ça arrive parfois, ça dépend parce que le cas en question, c'est un cas qui est relatif à un détournement de deniers publics. Donc, on peut estimer que l'argent en question, enfin en tout cas, le montant en jeu était suffisamment grave. Donc, ils ont préféré plutôt fermer les yeux devant une violation grave des dispositions relatives à la procédure pénale pour finalement continuer la poursuite en violation de ces textes-là. Donc ça arrive de temps en temps, pas souvent, mais ça arrive. Ça dépend de l'affaire en question, ça dépend du montant en jeu, ça dépend de l'implication également de l'exécutif dans l'affaire. Donc ça peut pousser les juges parfois à fermer les yeux. Bon, c'est dommage parce que c'est en violation des règles les plus élémentaires et des textes en vigueur. Voilà. D'accord. Et moi, je voulais t'interroger sur l'état de la prison, en fait. Parce que je pense qu'on a une seule prison là-bas, si je ne m'abuse. J'ai l'image d'une prison très insalubre, où on peut à tout moment risquer de choper n'importe quoi en y allant là-bas. Est-ce que les détenus bénéficient de respect au moins de leurs droits en tant qu'être humain dans cette enceinte-là? Est-ce que tu as déjà visité cette prison? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Ben oui, c'est vrai, nous avons à Moroni. Je pense qu'il y a une surpopulation aussi. Bon, il n'y a pas seulement une surpopulation carcérale, mais également les conditions, c'est vrai. Les toilettes. Oui, sont vraiment déplorables. Au fait, même à l'entrée, même les visiteurs le constatent, on n'a pas besoin d'entrer. Oui, c'est l'image qu'on a. C'est-à-dire quand on passe, on a l'impression les gens même qui rendent visite aux prisonniers, en tout cas aux détenus, le sentent tout de suite parce qu'à l'entrée même, il y a des mauvaises odeurs, il y a des... Donc moi, je suis jamais entré à l'intérieur, là où les gens, là où il y a les dortoirs, où il y a... Je suis jamais entré jusque-là, mais c'est vrai que c'est l'espace là ouvert au public. C'est là où normalement les avocats rencontrent leurs clients en détention. Mais c'est déjà dans des conditions, en tout cas inhumaines. En tout cas parce que même l'être humain peut commettre une faute, hein, et il doit payer sa dette à la société, mais cela n'empêche pas le fait qu'il doit être respecté dans sa condition humaine. Ils ont des droits. Voilà. Au fait, quand quelqu'un est placé en détention, ce qu'on lui prive, c'est quoi? On lui prive seulement d'un seul droit, ce qu'on appelle le droit d'aller et venir. Voilà. Il ne peut pas aller où il veut, il ne peut pas revenir quand il veut. C'est ça. Mais à part ce droit-là, il reste quand même, il doit jouir pleinement des autres droits. Dans d'autres pays, comme en Europe ou ailleurs, on aménage même des espaces pour que ces gens-là puissent recevoir leurs femmes et puissent faire leur truc avec leurs femmes sans aucun problème. Et chez nous, on leur refuse pas mal de droits, alors que normalement, quand on est détenu, on n'est privé que d'un seul droit, le droit d'aller et venir. Chez nous, ils n'ont même pas le droit de voter. Alors que normalement... On leur prive de leur droit civique. Ben oui, alors que normalement, ils ont le droit de voter comme tous citoyens. Bah après, donc, je ne sais pas si aux États-Unis, ils peuvent voter aussi. Hein. Non, en tout cas, chez nous, la loi chez nous, loi le permet. On peut être privé du droit de vote, certains droits civiques, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait d'abord une condamnation. Il faut que d'abord le juge s'est prononcé sur la question. C'est-à-dire que la personne n'est pas seulement un détenu, mais il est un prisonnier. Il est déjà condamné. Et que le juge s'est prononcé là-dessus, que après que le juge l'a déclaré coupable, mais il a également ordonné la privation de certains de
de ses droits comme ses droits civiques et civils. Et dans ce cas-là, il peut ne pas voter, mais pas parce qu'il est détenu, mais parce que le juge a décidé, conformément à la loi, que la personne ne peut pas continuer à jouir de ses droits civils et politiques. Voilà. Ok, d'accord. Bah, là, il y a aussi Mohamed El Arif qui nous suit, qui dit notre justice n'est pas indépendante, impartiale, forte, elle est corrompue, mais on comprend bien la prudence de. Donc, c'est ta prudence. Mais pas parce que dans ton discours, non, mais dans ton discours, on a l'impression qu'en fait, il y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas, mais en général, la chose est bien faite, il n'y a aucun problème, circuler, il n'y a rien à voir. Nous avons juste quelques soucis comme partout dans le monde, mais il n'y a rien d'extraordinaire qui frappe notre justice. C'est comme ça qu'on l'entend, en fait. Non, le système judiciaire comorien souffre de pas mal de maux. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Et ben oui, quelque part, il y a le fait d'abord que cette justice-là, enfin en tout cas, on n'a pas donné tous les moyens. On n'a pas donné les moyens. Comme moi. Et c'est-à-dire que, par exemple, cette corruption, est-ce qu'il peut... toi, tu refutes le mot corruption, mais est-ce que, laisse-moi la responsabilité du mot. Est-ce qu'on peut considérer que c'est à cause d'une rémunération qui n'est pas à la hauteur? Est-ce qu'ils ont les conditions nécessaires dans leur profession pour vivre dignement, par exemple? Ah non, justement, est-ce qu'il y a aussi... je parle. Ouais. Là, j'ai parlé de moyens. On n'a pas encore donné les moyens qu'il faut à la justice comorienne pour qu'elle puisse fonctionner. D'abord, je ne sais pas si les gens qui nous suivent là le savent, mais vous devrez le savoir que les magistrats comoriens, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils sont payés. C'est quoi le salaire des magistrats? 180 000 francs. 180 000 francs, c'est-à-dire c'est à peu près le salaire de base des magistrats. Ça veut dire 180 000 francs, c'est 200 à peu près 300. Je sais pas, 1 euro, c'est combien ça? 1 euro, c'est 500. Donc 180 000 francs. 100 000 ça francs, fait 200. 100 000 francs, c'est 200. 80 000. À peu près 300 euros, disons 300 pour un magistrat. Voilà. Donc c'est ça le salaire de base. Effectivement, je n'excuse pas, les magistrats actuellement, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ces gens-là, là on va te parler de juge d'instruction. Mais quand un juge d'instruction, par exemple, demande à se rendre quelque part, suppose un juge d'instruction qui est chargé d'instruire un crime horrible qui est commis quelque part. Qui doit mener enquête. Voilà. Mais ils ont vraiment du mal à avoir les frais, à avoir ce qu'il faut, une voiture, du carburant pour se rendre sur le lieu, pour aller faire un constat. Et c'est grave. Quand on charge un juge d'instruction d'instruire sur une affaire relative à un crime, on va quand même le minimum de choses, donner les moyens pour aller... Parce que quelque part, s'il y a un crime, surtout si on parle de meurtre ou d'homicide volontaire, c'est que la personne qui sera, en tout cas la personne qui sera accusée ou la personne qui sera mise en cause, il peut encourir jusqu'à 20 ans de prison, voire même la perpète ou la peine de mort. La moindre des choses, c'est que la justice puisse travailler dans les meilleures conditions pour s'assurer que donc, effectivement le crime... C'est ce que je disais, donc le siège, en tout cas, n'a pas on leur donne pas les moyens d'être quand même de vivre dignement, parce que ce qui peut aider à une certaine indépendance. On est bien d'accord. Et surtout, est-ce que c'est pas un mal qui frappe à tous les fonctionnaires de l'État, par exemple, de la police jusqu'à l'administrateur, qui peut se laisser tenter par un écart du fait que les conditions de vie auxquelles il est confronté sont difficiles, parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est peut-être aussi un problème qui ne concerne pas que la justice aussi. Ben justement, c'est pour ça que nous disons que si l'exécutif, ou bon, pas seulement l'exécutif, mais en tout cas l'État comorien accepte d'accorder en tout cas de donner les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la justice, peut-être qu'on
il y aurait pas mal de choses qui iraient, en tout cas, qui iraient mieux, des choses qui allaient se faire dans les normes. Il n'y allait pas avoir tous ce dysfonctionnement, il n'y allait pas avoir tous ces... Mais aujourd'hui, nous sommes dans le regret de dire que effectivement, ces conditions ne sont pas encore réunies. Pour qu'un juge puisse se prononcer en toute indépendance, il y a un minimum de règles et moi aussi, à respecter. Oui. Il faut au minimum que le juge soit bien rémunéré, que le juge soit bien formé, que le juge... Et les conditions nécessaires de travail des gens. Voilà. Et puisse bénéficier de certaines garanties pour ce qui est, pour ce qui est comment dirais-je, de la durée pendant laquelle il va continuer à exercer la fonction qu'il occupe. Parce qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des intérimaires? Mais ce qui se passe chez nous actuellement, c'est quoi? C'est qu'il y a un principe sacré en matière d'indépendance de la justice, ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité, qui voudrait qu'un juge de siège ne puisse pas être déplacé sans son accord. Ce qui fait qu'il serait plus en confiance en se disant, bon, je ne risque rien si je prononce une justice d'une manière indépendante. Mais ce principe, malheureusement, n'a jamais été respecté par l'exécutif comorien. À tout moment, on peut déplacer un juge qui a été nommé juge d'instruction. Par exemple, notre code de procédure pénale a prévu qu'un juge d'instruction est nommé pour 3 ans. Donc, mais l'exécutif comorien, en tout cas le gouvernement, peut se permettre, le président de la République se permettre, au bout de 2 ou 3 mois d'exercice, de déplacer le magistrat, de le dégrader en le ramenant d'un juge d'instruction à un simple juge de siège sans son accord, alors qu'il a été désigné pour une durée de 3 ans. En tout cas, je reviens à ce que tu disais au début. Tu me disais que le juge d'instruction comorien ne peut pas s'auto-saisir. On est d'accord? Il faut qu'il soit saisi par l'exécutif. Le procureur de la République. C'est le représentant de l'exécutif, le procureur de la République. Ce qui fait que sur les affaires de détournement de deniers publics, par exemple, si le procureur ne lance pas la procédure, mais le juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir sur ces affaires-là. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il faut que le procureur justement, et ça fait partie, si je comprends bien, des problèmes qui font que si l'État ferme les yeux sur des choses, c'est pas toujours la faute à la justice, c'est parce que peut-être on n'a pas saisi la justice. C'est-à-dire que l'exécutif n'a pas décidé de saisir un procureur qui va donner l'affaire à un juge d'instruction pour instruire sur une affaire de détournement de données publiques. Donc, ce qui fait que la population se dit, mais attends, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a telle somme qui est partie, mais il ne se passe rien. Et la colère tombe tout le temps sur la justice, d'accord, qui fait rien, mais en même temps, peut-être qu'il faudrait peut-être la saisir pour qu'elle juge. Non, voilà. Bon, au fait, c'est aussi un des grands problèmes que rencontrent actuellement nos magistrats, enfin, pas le magistrat, mais en tout cas notre justice. En fait, on l'accuse à tort de n'avoir pas tranché sur des affaires dont il n'a jamais été saisi. Au fait, très souvent, on parle des cas ici, on parle par exemple de détournements qui ont eu lieu dans telle ou telle entreprise d'État ou dans telle. Mais très souvent, ces affaires-là, je me souviens, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, mais à un moment, on avait mis en place une commission anticorruption qui était là, qui fonctionnait jusqu'à tout dernièrement, enfin jusqu'à tout récemment. Et cette commission avait instruit à peu près 28 à 30 dossiers. Mais quand tu dis instruit, c'est-à-dire quoi? Ils avaient travaillé, ils avaient ficelé à peu près 28 à 30 affaires. Et ça, donc, les membres de la commission avaient remis ces affaires-là au procureur de la République qui devait saisir un juge d'instruction. Justement, pour que des poursuites soient engagées. Et le procureur n'a jamais... Malheureusement, ces affaires-là n'ont jamais été en tout cas réglées pour la simple bonne raison que le procureur n'a jamais voulu mis ça dans le tiroir. Juge d'instruction. Voilà. C'est un peu le cas. Et après, on revient, on dit c'est la faute à la justice, mais en vérité, vous voulez que la justice fasse quoi? Parce que la justice, il est là pour trancher des affaires dont elle est saisie. Si maintenant le procureur décide de ne pas saisir la justice, comment voulez-vous qu'un juge... Les amis, si vous avez des cas qui contredisent Maître ici, qui nous dit que c'est souvent parce qu'on n'a pas saisi la justice, et qui fait que la justice ne peut pas rendre un jugement sur une affaire
sur laquelle on ne l'a pas saisi, ben, si vous avez des cas concrets où on a saisi la justice, parce que moi je suis pas trop au jus de ce avère-là, où on l'a saisi et qu'il n'a rien fait, qu'elle n'a rien fait, ben vous êtes les bienvenus. Posez la question. Je me ferai un plaisir de lui apporter la contradiction avec cet exemple-là. Il y a aussi un cas que je voulais soulever aussi sur cette affaire de corruption. Hein. Est-ce que tu penses que le fait que notre pays soit petit, d'accord, le fait que tout le monde peut côtoyer tout le monde, ok, aujourd'hui, je veux te juger, le matin, on se retrouve le soir à faire la prière de l'Asri ou manger le Tibet ensemble. Est-ce que cette proximité-là, ou bien je peux sortir là du palais de justice et te retrouver dehors, et, alors que je devais te juger, et tu vas me dire, monte dans la voiture, je vais te déposer à la maison, par exemple. Est-ce que tu penses que cette proximité-là euh, euh, peut avoir peut avoir un impact, une incidence dans l'indépendance des juges. Est-ce que tu as déjà rencontré des petits cas comme ça qui montrent que, effectivement, on dit, on se connaît, tout le monde connaît tout le monde, hein, on vit dans une petite île, tout le monde, les Comoriens se connaissent tous. Est-ce que ça n'a pas son... Moi, je ne crois pas que le fait que nous soyons... nous vivions tous sur une petite île aux dimensions très, très réduites pourrait expliquer ce comportement laxiste de la part de certains acteurs de la justice. Je crois que la justice, ça remonte d'il y a plusieurs siècles, depuis que les hommes depuis que les hommes ont commencé à vivre en commun dans des sociétés, il y a toujours eu une autorité, il y a toujours eu une justice. Et on sait très bien que depuis le début, les États ne sont pas créés comme ça. Ça a commencé par ce qu'on appelle des cités-États. Et dans les cités-États, on le sait très bien, Athènes ou encore Marathon, Rome, c'était des cités-États. Donc c'était à peu près l'État à ce moment-là était réduit à des dimensions très petites. Et pourtant, on jugeait des gens qu'on connaissait. Comme ça. Donc je ne crois pas. Je ne crois pas que cela expliquerait un quelconque comportement déplacé de la part de nos magistrats. Donc cette proximité a toujours existé, et pas seulement aux Comores, mais aussi dans d'autres pays, et il n'y a jamais eu un problème là-dessus. Ça n'a jamais justifié des comportements comme la corruption, des comportements en tout cas répréhensibles comme la corruption ou autre. Donc je crois que c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse pour justement ne pas assumer... ok, moi je voudrais aussi soulever la question du mélange du genre, mais là on sort un peu de la justice purement judiciaire. Mais le fait qu'on vit dans des villages où des fois, au lieu qu'on aille faire recours à la justice pour juger par exemple des affaires de pédophilie, par exemple, ou les affaires de je ne sais quoi, au lieu qu'on apporte le cas devant le juge, on va voir entre notables, entre gens du village. Bon, peut-être que c'est une sorte d'arbitrage, hein, pour venir à l'arbitrage. Mais est-ce que tu n'as pas constaté un mélange des genres dans notre société où on va se retrouver, on ne sait pas, est-ce que on juge avec la justice coutumière, traditionnelle? Est-ce que c'est le cadi? Est-ce que c'est les notables? Est-ce qu'on apporte le sujet devant la justice? Voilà, et surtout par exemple sur les affaires de pédophilie, les affaires de détournement de mineurs, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Bon, moi je crois qu'aux Comores, comme dans n'importe quel pays au monde, ces actes-là sont des actes répréhensibles. Ce sont des actes qui peuvent être jugés, en tout cas, si une personne commet un acte pareil, il pourrait être passible devant un tribunal et être jugé. Chez nous,
les choses sont très bien, sont très bien réparties. Chez nous, les juridictions cadiales ne sont compétentes que sur 2 affaires. Il y a d'abord les affaires relatives au mariage, au divorce et au régime matrimoniaux. Ce sont enfin, un bloc de compétences qui relève des juges cadiaux. Ensuite, il y a un second bloc de compétences qu'on appelle les litiges relatifs au conflit foncier, dont les montants en jeu ne dépassent pas 1 million et qui met également en jeu des terrains qui ne sont pas du tout immatriculés. C'est-à-dire les 2 conditions pour qu'une affaire relative à un litige foncier soit réglée par le juge cadial. Il faut d'abord que le terrain en question ne soit pas immatriculé. Ensuite, il faut que le montant, en tout cas la valeur du terrain en question, ne dépasse pas 1 million. Donc, si les 2 conditions sont réunies, cette l'affaire pourra être jugée par un tribunal cadial. Pour le reste, c'est le tribunal de première instance de Moroni. Donc, la loi comorienne n'a attribué aucune compétence judiciaire à la notabilité ou aux collectivités villageoises ou autres. En fait, normalement, ce sont des choses qui devront être jugées soit par le tribunal de première instance de Moroni, en première instance, bien sûr, soit par les tribunaux cadiaux. Alors, d'accord. Il y a l'ami là qui nous dit sur les affaires de gens qui sont libérés sous caution ensuite, ces personnes ne sont pas poursuivies. Il demande, est-ce que tu peux nous l'écrire là-dessus? Je pense que c'est sur les histoires de d'argent. J'ai entendu ça quand j'étais à un moment donné au pays des gens. Il y a même Abdallah Agua qui détaillait ça en disant non, c'est la règle a été prévue que vous, si vous détournez telle somme, si vous remboursez telle, on peut vous libérer en attendant le jugement de ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, au fait, la loi a permis cette possibilité. Aujourd'hui, si quelqu'un est en détention, il peut facilement demander sa mise en liberté provisoire assortie du paiement d'une caution. Et ils sont poursuivis. Et est-ce qu'ils sont poursuivis après? Parce que normalement, c'est pas parce qu'on a payé la caution. Oui, donc la caution, c'est normal. C'est prévu par la loi. C'est une sorte de garantie pour qu'on puisse mettre la personne en... Parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de cautions ne sont exigées que pour ceux qui sont détenus provisoirement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore jugés. Ils sont encore présumés. Donc c'est prévu. Donc c'est prévu par la loi. C'est le droit qui a prévu ça. Maintenant, si le juge ou le procureur décide de ne pas aller jusqu'au bout des poursuites, c'est un problème de l'exécutif qui ne veut pas avec le juge. C'est le procureur qui n'a pas fait son travail. Voilà, ça veut dire que c'est peut-être... Et c'est ça justement là où le bas blesse chez nous, parce qu'il faut absolument qu'on en parle, parce que les gens croient qu'ici il suffit juste que le procureur décide de ne pas poursuivre pour que l'affaire soit classée. Mais non, il y a des nouvelles techniques là actuellement et qui sont pas du tout acceptables en tout cas, mais qui sont parfois mises en application par certains magistrats, par exemple, qui consiste par exemple à vous savez ce que c'est que la prescription quand par exemple une infraction n'a pas été poursuivie pendant un certain temps. Un certain temps, par exemple, pour tout ce qui est des délits. Voilà. Il y a une durée maximum, un délai plutôt de 3 ans pour que l'affaire soit poursuivie. Et après, si c'est pas fait, on passe l'éponge. On oublie. On oublie, on peut la poursuivre. Donc, il y a parfois des affaires qui sont à l'instruction, mais qui par négligence ou par complicité, le juge d'instruction peut décider de fermer les yeux et en ne posant pas d'acte pendant un délai de 3 ans, l'affaire, en tout cas devient quoi du coup? L'infraction plutôt devient non poursuivable parce que finalement ça a frappé de la prescription pour continuer. Donc c'est une manière aussi d'aider la personne à partir, enfin en tout cas à ne pas être poursuivie sans pour autant le dire clairement. Donc c'est
C'est une sorte de... C'est-à-dire, on vous laisse partir, on vous place en liberté provisoire. En d'autres termes, mais ça veut dire que le type est arrêté, ok, comment dire, mis en garde à vue, il paie sa caution, comme c'est prévu par la loi, il est libre, sauf que le procureur, d'accord, ne va pas continuer la procédure pour le mettre devant le juge. Il va mettre l'affaire où, par exemple, il oublie le truc et puis le délai de prescription est passé, c'est fini. Par exemple, c'est fini, on ne peut plus le poursuivre parce que il s'est passé un certain temps et que la loi a prévu qu'au-delà de telle durée, on ne peut plus continuer. Si je comprends bien. Non, en fait, en vérité, dès que le juge d'instruction est saisi, normalement, le procureur n'a aucun moyen de bloquer. Enfin, légalement, ça arrive à des moments où le procureur peut demander la communication du dossier et après le garder dans son bureau et ne jamais le retourner au juge d'instruction. Mais ce sont des cas très rares, mais ça arrive. Mais en général, oui, on comprend la prudence que vous prenez. Légalement. Bon, tu ne veux pas dire, tu dis que c'est des cas très rares, mais on comprend quand même, peut-être c'est le cas qui se passe, qui fait que depuis des années, on ne sait pas qui a été déjà emprisonné pour détournement de fonds, alors que c'est de notoriété publique, que c'est tous les jours qu'on a ces histoires. Donc moi, je peux comprendre que peut-être que vous ne voulez pas prendre le risque, mais on comprend bien. C'est-à-dire que le délai de prescription est passé, puis c'est fini, on ne peut plus le poursuivre. Oui, mais justement, quand je parle de délai de prescription, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge d'instruction a été saisi, mais que le juge d'instruction a préféré, ou plutôt, ça peut être par négligence, hein, ou comme ça peut être volontaire, de ne pas poser un acte pendant un certain délai, c'est-à-dire pendant le délai de 3 ans. Dans ce cas-là, on ne peut pas continuer les poursuites pour la simple bonne raison que les faits sont prescrits. Donc ça arrive, je dis bien, mais ce n'est pas le procureur qui bloque dans ce cas-là. À ce niveau, très souvent, c'est le juge d'instruction qui a été négligent dans son travail, qui n'a pas, en tout cas, qui n'a pas été à la hauteur de sa responsabilité, de sa mission qui était d'instruire le dossier jusqu'à la fin. Et finalement, qui a merdé et qui a fait que les faits soient frappés de la prescription. Ça arrive. Je dis, il y a des moments, il y a des cas très rares, le juge d'instruction le procureur de la République peut se permettre de demander la communication du dossier et garder le dossier dans son bureau et ne jamais le retourner, ne jamais le retourner au cabinet du juge. Ils sont des cas. Est-ce que tu as une idée de la hauteur en pourcentage de la somme détournée sur des affaires de détournement, de la somme de la caution? Non, en fait, la loi, en tout cas le code de procédure pénale, n'a pas posé des limites. Est-ce que tu peux vérifier? N'a pas posé. Désolé, hein, parce qu'on n'a plus de batterie. Ça va aller là. Là, c'est chargé. Ça charge là. Ah, okay. Voilà, la loi n'a pas posé de limites, ni un plafond, ni un plancher pour ce qui est du montant à payer pour bénéficier d'une liberté provisoire. Ça, c'est laissé à l'appréciation du juge, bien sûr, sous contrôle de la chambre d'accusation. Seulement, il y a un texte, il y a une ordonnance qui date de plusieurs années, qui, par exemple, qui a fixé des règles là-dessus, mais uniquement pour ce qui est des détournements de deniers publics. Il y a une ordonnance qui date, je crois, aux années 90, ou je ne me souviens pas très bien, qui voudrait que quand on est accusé de détournement de deniers publics, pour pouvoir bénéficier de liberté provisoire, on doit au moins déposer une caution équivalente au montant estimé détourné. Donc, mais cette ordonnance-là aussi... Donc, Mohamed El Arif, tu as ta réponse. Et cette ordonnance-là, est d'ailleurs, elle est contestée, parce qu'on estime qu'une personne qui est poursuivie, il est encore présumé innocent, on ne peut pas l'obliger à payer un montant pareil, surtout qu'il n'a pas encore été jugé, et que si ce montant-là... Et alors pourquoi fixer des cautions si on ne lui demande pas? Justement, c'est pour ça qu'on dit que... justement, c'est pour la raison pour laquelle certains avocats avancent l'idée que cette ordonnance-là ne peut pas être constitutionnelle, parce que là, c'est comme si on viole le principe de la présomption d'innocence,
mais surtout, on Ce impose, qui est normal aussi. on si impose à un aime- prévenu, Ouais. on impose Ouais, à un je comprends. prévenu une condition qui dépasse parfois ses moyens. Oui, Parce que si je vous demandez comprends. à un prévenu Tout de à fait, payer tout à fait. 100 millions, alors qu'il est encore présumé innocent, Innocent. qui n'a pas les moyens de payer les 100 millions pour tenir sa Et liberté puis qu'on le provisoire, garde en prison alors que... autant, Ouais, autant ok, dire tout qu'on à ne vous fait. accorde pas la liberté provisoire. Tout à fait, tout à fait. Bon. Bon, je ne sais pas si vous avez une question, mais là, ça fait un petit moment qu'on est là. Et vous, les avocats, est-ce que tous les avocats arrivent à joindre les deux bouts? Parce que là, on a parlé des juges. À part un avocat de la cité, de la place comme toi, qui est Richard, est-ce que c'est quoi, les avocats arrivent quand même en général il y a à joindre les deux bouts? C'est un métier qui reste quand même difficile pour certains. En tout cas, on est obligé. En fait, c'est un boulot, un travail noble, une profession noble. Bon, on vit avec. Bon, bien sûr, on ne fait pas cette profession pour gagner beaucoup d'argent, même si on doit continuer à vivre avec ça. Mais le plus important, c'est d'abord être au service de justiciables. C'est d'abord à l'origine, quand cette profession a pris naissance, les avocats n'étaient pas payés au départ. C'était une profession exercée par des gens, des aristocrates, des gens qui ont assez d'argent et qui peuvent Oui, subvenir à leurs besoins. mais là, je parle de Donc vous. aujourd'hui, bien sûr, les avocats qui sont au palais de justice de Moroni sont des avocats qui se débrouillent très bien, et qui gagnent très bien leur vie, bien sûr, et dans le respect des règles élémentaires en la matière, en tout cas, pour ce qui est de la profession d'avocat. Et à ma connaissance, je connais pas connais un un confrère qui n'arrivait pas quand même à vivre, quoi. Pas à ma connaissance, en tout cas. Voilà. Bon, pour Nourdine, j'ai vu ta question, mais je pense que la réponse était que la justice ne peut pas s'auto-saisir. Il faut que le juge d'instruction soit saisi par le procureur pour instruire un dossier de détournement de deniers Non, publics. là, on va devoir distinguer deux choses. Parce que nous avons deux types de magistrats. Nous avons ce qu'on appelle les magistrats du siège Du parquet. et les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, en vérité, ne sont pas des juges, ce sont des magistrats. En fait, ils sont soumis, enfin, en tout cas, ils reçoivent des ordres de l'exécutif. Les procureurs. Voilà, les procureurs, les substituts du procureur. Mais il y a également, à côté de ces magistrats-là, ce qu'on appelle le magistrat de siège. Et magistrat de siège ne peut pas se permettre de s'autosaisir sur une affaire. Voilà. Normalement, c'est au parquet de lancer la Et procédure. même celui du parquet, le juge d'instruction, ne peut pas non plus s'autosaisir. C'est le procureur qui le saisit. Si je comprends Non, bien. mais le juge d'instruction, ce n'est pas un parquetier, c'est un juge de siège, normalement. Bon, ok. Bon, oui, c'est un juge qui travaille tout seul, c'est un juge qui instruit, c'est un juge instructeur, mais c'est un Mais juge quand même. est-ce qu'il peut lancer une procédure tout seul? C'est-à-dire, Non, il ne peut pas. Il y a deux façons de saisir le juge d'instruction. Soit il est saisi par le procureur de la République via Voilà. un réquisitoire introductif, Est-ce qu'un citoyen ou peut le soit saisir? un citoyen saisit le doyen du juge d'instruction en portant plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas-là, Même sur des le affaires procureur ne peut pas faire obstacle de deniers publics et tout ça. Le citoyen peut oui, Ben, dans ce cas-là, mais dans ce voilà, cas-là, il faut manifester d'un intérêt. La personne qui porte plainte doit manifester d'un intérêt quelconque. On ne peut pas saisir en le tant que juge d'instruction. citoyen, je Bon, constate dans ce des cas-là, choses. ce sera l'appréciation du Je juge. peux Non, au fait, si vous voulez poursuivre quelqu'un, vous voulez vous constituer partie civile, il faut absolument qu'il manifeste d'un intérêt quelconque. C'est quoi manifester un intérêt quelconque? C'est ma cité. Est-ce que par exemple, oui, mais Ouais. il faut être en mesure de prouver que vous Ah, avez, d'accord, vous avez subi un préjudice personnel, pas un préjudice. Mais les deniers publics, c'est personnel. C'est pas personnel, c'est Ben plutôt. si, ça fait partie de notre argent en commun. Ce n'est pas personnel ça, mais c'est justement, vous dites que c'est l'argent. En commun. Oui, en commun, mais ce n'est pas votre argent à d'accord, vous. ok. Donc c'est Ah, pas je personnel. Donc dans ce cas-là, dans ces genres de choses. En tout En cas, d'autres termes, sur ces affaires-là, ça ne peut qu'être l'exécutif qui lance la procédure, en fait. En d'autres ben oui, termes. ben normalement. Donc, tu as la réponse à ta question, Nourdine, parce qu'on l'a détaillé précédemment, on ne va pas trop revenir là-dessus.
le juge ne peut pas s'autosaisir pour juger quelque chose qu'on ne lui a pas présenté. Et donc, pour qu'on lui présente quelque chose, il faut que ça vienne du juge d'instruction qui, lui, est saisi par le procureur au substitut du procureur, si je comprends bien. Voilà. Donc, il n'y a que lui qui peut lancer ce genre de choses. Donc, si l'État ne veut pas poursuivre un responsable qui est ami avec le président ou ami avec le Premier ministre, bon, on n'a plus de Premier ministre, ou ami avec un ministre, eh ben, il ne va jamais saisir la justice et on va continuer à dire que la justice est corrompue, alors qu'en fait, il n'a jamais eu l'occasion de juger l'affaire. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques juges qui ont un certain problème avec l'éthique, hein, même si tu refuses de prononcer là-dessus. Mais on a vu aussi, il a donné quand même, il a donné un peu le statut qui est instable de ces juges-là, d'accord, les moyens qui ne sont pas donnés et puis qui ne sont pas mis à disposition pour qu'ils fassent bien leur travail et surtout le salaire. Quand on me dit qu'un juge gagne 300 euros, il est bien difficile pour certains qui n'ont pas la solidité nécessaire pour refuser certaines tentations. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un tour du sujet. On peut continuer la discussion en commentaire. Je pense qu'il sera un plaisir d'apporter quelques commentaires de réponse si vous avez d'autres questions, de précision sur le sujet. Je vous remercie et puis la vidéo est là. Vous pouvez continuer dans les commentaires il est là, soit aujourd'hui, soit demain, soit les jours qui suivent, parce qu'il est là pour 3 semaines. Il pourra apporter des réponses en commentaire. Une très bonne soirée à vous et puis à la prochaine vidéo. Salut les amis. Salut.